Bonjour et bienvenue dans Outdoor Minds. Des signaux faibles apparaissent et des tendances se développent dans notre société. Les leaders savent les sentir et les transformer en opportunités pour créer leur business, étendre leurs activités et mettre au point les meilleures pratiques dans les industries du sport outdoor et du tourisme. Dans cette série d'entretiens, nous voulons partager les parcours, les expériences et les visions des plus grands esprits qui font l'outdoor d'aujourd'hui et de demain. C'est la rencontre d'Armelle Solellac, spécialiste de prospective et de stratégie de marque, et d'Ariane Favier, experte du capital immatériel des entreprises et en particulier des marques, qui a donné naissance à ce podcast. Pour cette deuxième saison, à l'aide de nos invités, nous voulons pousser un peu plus loin la découverte de chaque pilier de la plateforme de marque et certains métiers liés au marketing et à la communication des marques de sport outdoor et des destinations touristiques. Il y aura aussi quelques surprises pour être au plus près de l'actualité. Allez, c'est parti pour une nouvelle rencontre inspirante. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Emmanuelle Lacoste, directrice de Valoir Tourisme. Bonjour Emmanuelle. Bonjour. Alors Emmanuelle, est-ce que tu peux nous faire un petit retour sur ton parcours académique jusqu'au poste que tu occupes aujourd'hui, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Alors moi, j'ai un parcours un petit peu différent de celui de mes homologues directrices et directeurs d'office de tourisme parce que je suis juriste de formation. Donc j'ai ce qu'on appelait à l'époque une maîtrise en droit privé. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, en début d'études, les palais de justice, c'était vraiment des lieux qui m'attiraient. Donc, mon objectif, c'était de choisir un métier qui me permettrait de faire des tribunaux mon lieu de travail. Et puis, sur la fin de mes études, je me suis rendu compte que l'environnement montagne dont j'étais issue, parce qu'il faut savoir que je suis savoyarde de naissance, cet environnement avait une vraie importance pour moi. Donc, j'ai modifié ma trajectoire pour trouver un job qui me permettrait d'appliquer et la rigueur et les méthodes de travail que j'avais acquises pendant mes études, et puis pour pouvoir les appliquer dans un contexte de terrain en montagne. Une opportunité d'adjointe de direction s'est présentée en office de tourisme, et donc en 1999, c'est là que j'ai commencé ma carrière touristique, et c'était au Corbier. Armelle s'en souvient. Dans le domaine de ski décibel, et c'est là que je fais mes armes. Je découvre la gestion des ressources humaines, les outils de com, l'accueil des vacanciers, la programmation des animations, les relations avec les élus, etc. Donc en bref, je découvre le fonctionnement de l'écosystème et puis toutes les ramifications institutionnelles. Et puis j'évolue et je finis par prendre la direction de ce même office de tourisme. Et ensuite, tu as enchaîné, tu as fait d'office de tourisme. Exactement. Alors, office de tourisme. Exactement. Alors, 9 ans plus tard et un bébé plus tard aussi, j'ai changé de territoire et je me suis vue confier la direction de l'office de tourisme de Valménier. Alors, c'est toujours en Savoie. Et à ce moment-là, j'ai affiné mes techniques de management. J'ai complété un peu mes compétences aussi en apprenant à gérer les infrastructures communales comme les garderies, une piscine, une patinoire, un cinéma, et tout ceci bien sûr en plus des missions classiques que l'on retrouve dans les offices de tourisme. Et puis 6 ans plus tard, je suis quand même assez fidèle dans mes expériences professionnelles. Je reste toujours un minimum de temps parce que je considère que c'est bien pour pouvoir faire des choses. Je décide de compléter mes compétences et puis là je pars dans le pays des écrins, dans les Hautes-Alpes, et là je prends la direction d'un office de tourisme intercommunal. Et donc là, on est dans un contexte différent, un contexte communautaire avec la valorisation de 8 communes, dont 2 porteuses de stations que sont Puy-Saint-Vincent et Pelvoux-Val-Louise. Et puis 1 an plus tard, je reviens en Savoie pour diriger Valoir Tourisme au pied du Galibier. Et aujourd'hui, je considère que ce poste, c'est un peu l'aboutissement de mes efforts et de mon implication dans le travail. Et aujourd'hui, je suis toujours en poste et ça fait maintenant 3 ans.
Tu as dit tout à l'heure que tu étais juriste, donc on est deux dans la salle. C'était tes premières amours. Est-ce que tu as envisagé peut-être un jour de devenir juge prud'homal ou juge dans un tribunal de commerce, puisque désormais c'est des fonctions qui sont occupées par des citoyens bénévoles? Alors, je l'apprends. Merci Armelle. Alors, il fut un temps où effectivement, ça me titillait de me dire, bon, voilà, j'ai quand même quelques années d'expérience et surtout quelques expertises en méthodo, parce qu'en fait, au final, c'est ça qui est important. Et comment arriver à coupler ce que j'ai acquis dans le domaine de la montagne, mais sur le terrain, avec ma méthodo de juriste. Et j'ai pas encore trouvé véritablement la réponse à mes questions, mais peut-être qu'effectivement c'est une voie qui peut être exploitée. Je vais regarder ça de plus près, et puis si on a l'occasion d'échanger dans quelques temps, je vous tiendrai au courant. Ça marche. Tu as aussi mentionné dans ton parcours quelque chose de très important. Quand tu étais au Pays des Écrins, tu étais dans un office de tourisme intercommunal, alors que au Corbier, à Valloires, ou aujourd'hui, à Valmeinier et aujourd'hui à Valloires, tu es dans un office de tourisme qui est pour une seule destination. Est-ce que tu peux nous expliquer quelles sont les différences, éventuellement les intérêts, mais aussi les difficultés que ça crée selon l'institution? En fait, les deux sont intéressantes. On a plus de saupoudrage entre guillemets quand on valorise plusieurs destinations. Donc ça génère, en tout cas pour ma part, je parle vraiment de mon expérience et de ce que j'ai pu vivre, plus de frustration parce qu'on n'a jamais le temps vraiment de faire les choses précisément. Parce que c'est dans le cas du Pays des Écrins, ce sont 8 communes, donc c'est x8 en fait, tout simplement. C'est 8 fois des relations avec les socioprofessionnels, avec les élus. Et moi, je ne sais pas travailler sans relation avec autrui. Donc forcément, j'étais beaucoup dehors et parfois, j'avais pas forcément le temps de peaufiner mes stratégies, mes dossiers et voilà. Donc après, dans un contexte communautaire, en tout cas dans celui que j'ai connu, j'ai vraiment reçu un accueil mais extraordinaire. C'est vrai que les Hautes-Alpes, les gens sont vraiment gentil et c'est pas péjoratif et ça a fortement facilité mon intégration dans un environnement que je ne connaissais pas, qui était celui des Hautes-Alpes. Mais ça a été une expérience riche parce que finalement le fait de pas pouvoir tout faire dans le détail, ça apprend à prioriser et ça ça m'a été bénéfique et je m'en sers aujourd'hui à Valloires. Justement, à propos de Valloires, c'est quoi la proposition de valeur de la destination et quelles sont aussi ses valeurs à cette destination? C'est une destination qui est particulièrement soucieuse d'assurer une qualité d'accueil à ses vacanciers. On fait très attention à ce que nos vacanciers puissent lâcher prise, se ressourcer et on fait en sorte, quand on vend la destination, à montrer que Valloires s'apparente vraiment à un refuge et je pense que c'est une valeur qui est essentielle, surtout dans le contexte actuel où économiquement et socialement parlant, tout est extrêmement anxiogène. Donc on appuie beaucoup sur ce côté-là, sur ce côté authentique de véritables villages de montagne, et on se rend compte aujourd'hui que ça plaît aux vacanciers. Et on a des vacanciers qui sont fidèles à Valloires. Alors, un taux de fidélisation très élevé, 80% de nos clients sont des clients qui reviennent d'une année sur l'autre, c'est énorme. Alors, dans un contexte sanitaire comme celui que l'on connaît, je peux vous dire que c'est une véritable richesse et on en est très content. Parce que dans un contexte compliqué, les clients ont besoin de repères et ils vont pas aller changer de destination. Donc du coup, nous, sur des périodes où il y a eu un peu de no man's land, notamment l'année dernière dans les destinations de montagne, même si ce n'était pas la panacée, on a quand même eu une fréquentation qui était correcte. Et ça, c'est, je pense, une conséquence de ce taux de fidélisation élevé.
Alors moi, c'est un territoire que je connais peu. Est-ce que tu peux nous définir un petit peu en détail les attraits de cette destination, sans être dans un mode promo, mais vraiment qu'on le connaisse, parce que je connais pas bien ce territoire, et avec un taux de satisfaction de plus de 80%, je suis curieuse. Alors, taux de fidélisation, oui. Bah, écoutez, c'est la force du territoire, c'est qu'elle elle marche aussi bien en hiver qu'en été. On va dire que la proportion hiver-été, elle doit être de 75%, 25% en été naturellement. Et quand on regarde ce qui se passe chez les destinations concurrentes, mais néanmoins amies, on est plutôt satisfait de ça. Valloires, il est un village qui est niché entre deux cols, en fait, entre le col du Télégraphe et le col du Galibier. Et ça nous assure l'été une fréquentation cycliste et moto et camping-car assez importante. Et ça explique ces chiffres et ces proportions qui sont assez valorisantes pour la destination. Après l'hiver, on est sur une destination qui est reliée par le domaine skiable avec Valménier. Donc c'est le domaine skiable Galibier-Tabor qui comprend à peu près 160 km de pistes. Et la force de ce domaine, c'est que les pistes les plus faciles sont aussi en altitude et permettent à des clients qui n'ont pas forcément un bon niveau d'avoir accès au beau panorama. Parce que parfois les pistes vertes sont plutôt sur le bas des domaines. Chez nous, c'est pas le cas. Et voilà, donc ça c'est généralement un argument de vente qu'on n'hésite pas à utiliser quand on vend la destination. Après, on a plein d'activités qu'on retrouve dans d'autres destinations. Après, encore une fois, et je reviens là-dessus, ce qui fait la différence, parce qu'on est tous à proposer la même chose. Hein. Finalement, les activités, elles diffèrent peu d'une destination à l'autre. Ce qui fait la différence, c'est la manière dont on accueille les clients et dont on en prend soin. Et on est très attaché à ça à Valloires. À la maison, j'ai un bouquin sur Valloires qui s'appelle La Vallée d'Or. Oui. Est-ce que ça te parle, ce livre ? Oui. Vallée d'Or, parce que c'est le nom d'une avenue à Valloires, parce que Valloires est particulièrement bien ensoleillée. On est une des stations les plus au sud des Alpes du Nord. Là, on peut pas faire plus proche de la frontière avec la région PACA. Parce que de l'autre côté du Galibier, on a les Alpes du Sud, on a les Hautes-Alpes. Donc on est aussi proche finalement de Serre-Chevalier que quelque part de stations qui sont à côté comme Saint-François-Longchamp ou les Cybèles. On a autant de légitimité d'un côté que de l'autre et du coup c'est plutôt intéressant, même si on les exploite pas à 100%, d'un point de vue relation avec les collègues. Bon, Ariane, j'espère que ça t'a donné envie d'aller faire du ski là-bas et des randonnées. Je peux te dire qu'il y a des endroits hyper bucoliques et que c'est vraiment très, très agréable. Tout à fait, je confirme. Je viendrai te rendre visite, Emmanuel. Est-ce que tu peux nous détailler, nous expliquer un peu à quoi ressemble ton quotidien en tant que directrice chez Valloires Tourisme ? Une semaine type, même si évidemment il n'existe pas de semaine type qui se répète, mais dans les grandes lignes, quelles sont tes missions ? Je passe beaucoup de temps avec le maire de la commune en fait. Il faut savoir que Monsieur Rougeau est également le président de l'office de tourisme, maire et président de l'OT donc, et je ne crois pas qu'il ne se passe une journée sans qu'on se voit ou qu'on s'appelle. C'est l'occasion pour moi de vous dire que je pense que le binôme entre un président et un directeur d'office de tourisme, il est très très important. En tout cas, moi, je ne fonctionne que comme ça. Notre relation, elle est beaucoup basée sur la confiance et sur l'échange. Et finalement, ça fonctionne bien. Et le duo, il en est d'autant plus efficace. Je passe beaucoup de temps, en réunion.
diverses et variées, parce que je suis associée à beaucoup de choses, notamment à l'élaboration des orientations de la politique touristique locale. Je suis associée au projet touristique de la commune et parfois même de la communauté de communes, c'est-à-dire que mon domaine d'intervention il est élargi à la communauté de communes. Je suis aussi associée quand il s'agit d'évoquer des aménagements ou des constructions d'infrastructures. Donc c'est tout ceci prend beaucoup de temps. Il suffit qu'on décide de se lancer dans une labellisation Flocon Vert, pour ne pas le citer par exemple, ou Famille Plus, ou dans le cadre des espaces valéens, on est systématiquement, je suis présente. Et la présence c'est une chose, mais forcément il y a des dossiers de fond derrière tout ça. Donc ça c'est une grande partie de ma mission. Je passe aussi pas mal de temps à la définition et puis surtout à l'exécution de la stratégie touristique pour l'OT. En tout cas, j'essaye de prendre le temps parce que tout le monde, je suis comme tout le monde, j'ai beaucoup de choses qui tombent au dernier moment et puis finalement, la journée se termine, on se demande quand est-ce qu'elle a commencé. J'inclus aussi beaucoup dans ma fiche de poste un énorme volet relationnel. Avec les élus, avec les professionnels, les propriétaires, habitants. Et en fait, ce que je fais, autant que possible, je participe à la vie de la commune, même s'il n'y a pas toujours de lien avec le tourisme. Et ça, c'est volontaire. Je considère que ma légitimité technique, elle passe par là. Donc, ça peut être des choses, je sais pas, un spectacle, ça peut être un spectacle d'une association, ça peut être plein de choses différentes. J'y vais alors que potentiellement, c'est pas, ça ne fait pas forcément partie de ma mission. Je suis là aussi pour créer du lien entre les différentes structures au sein de la commune, parce que pour moi, le travail ensemble, il sera plus sain et plus fructueux s'il y a des liens forcément entre les personnes. Et avec l'expérience, je me rends compte que souvent tout est question de relations humaines en fait, et que quelle que soit la stratégie, elle sera efficace s'il y a une entente solide entre les acteurs. Et puis forcément, comme je dirige une structure, j'ai un volet de recrutement, de management. J'ai un management plutôt participatif. Et puis j'ai la responsabilité de la bonne tenue du budget, accessoirement. Le budget de Valoir Tourisme, il est d'1,7 million. Et puis de temps en temps, je représente Valoir à l'extérieur sur des réunions institutionnelles ou autres. Donc bref, mes journées sont plutôt bien remplies et ça toute l'année. Voilà, parce que finalement, on se rend compte que plus le temps passe et plus un office de tourisme fonctionne comme une entreprise. Donc on est un peu sur tous les fronts, quelle que soit la saison. Ouais, c'est souvent des petites PME qui ne disent pas leur nom finalement. Oui, c'est vrai. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans tes missions actuelles et quels sont les plus gros challenges que tu dois relever ? Je dirais que ce qui me plaît le plus, c'est d'être proactive et d'être au cœur de l'action, action touristique, forcément. Même si moralement et physiquement, la mission, elle peut être fatigante, voire parfois usante. Je pense que je suis pas la seule dans ce cas-là, mais mon tempérament prend le dessus systématiquement en fait. Généralement, je suis dans mon élément quand je participe, quand je donne mon avis, quand j'apporte un peu d'expertise et que je suis force de proposition. Donc voilà, il y a des points positifs qui me font gommer quand on a des coups de moins bien, comme on a toutes de temps en temps. Voilà, après le tempérament prend le dessus. Après, pour ce qui est des challenges, il y en a plusieurs, donc ils sont forcément pas exhaustifs, mais je dirais que ce qui me semble important, c'est de gérer à la fois l'instant présent, donc le court terme, et en même temps, d'un autre côté, d'essayer de se projeter, de fixer un cap qui doit être partagé par tous. Et cette dualité, elle est encore plus vraie dans le contexte qu'on connaît aujourd'hui avec la crise sanitaire, qui nous a obligés forcément à bouleverser nos méthodes de travail. Et en fait, le fait d'avoir à gérer les deux concomitamment n'est pas forcément très simple. Et pour moi, ça fait partie d'un des challenges. J'en citerai peut-être 2 ou 3 autres. Peut-être le fait aussi qu'il faut arriver à convaincre les acteurs du territoire
qu'il faut se projeter ensemble en lettres majuscules, hein, sur le futur de la destination. Aujourd'hui, on peut plus se permettre de saupoudrer ou d'opérer des choix comme ça au gré des opportunités. Il faut arriver à être méthodique, avec forcément un passage par la case réflexion. Et puis d'arriver aussi à être un peu stratégique, tout ça avant la phase opérationnelle et qui, pour le coup, sera concrète du plan d'action. Ça, c'est pas toujours simple à faire comprendre. Parce que cette manière de faire, elle peut apparaître comme très intellectuelle, mais en fait, elle est super importante ensuite pour devenir pragmatique et concret. Et puis, autre challenge, forcément, je ne remplirais pas bien ma mission si je vous ne parlais pas d'un peu d'éco-responsabilité. Et ça, à mon avis, c'est un aspect qui doit rentrer dans notre chaîne, dans ma chaîne en tout cas de valeur. Donc, pour moi, il doit être en toile de fond de toute décision, comme si c'était un postulat de base, en fait. Alors qu'avant, on en faisait un vrai sujet traité à part entière, alors que maintenant, pour moi, il doit saupoudrer l'ensemble de toutes les démarches. Il doit être en toile de fond. Ça fait partie de la stratégie, hein, de toute manière. Exactement, ouais. Et ça fait partie des choses qui ont changé il n'y a pas si longtemps que ça. Et puis j'allais dire que dernier mais grand challenge pour moi, c'est d'arriver à mettre en place et d'affirmer ce positionnement identitaire fort et différenciant pour Valoir, qui tienne compte justement de ces enjeux climatiques et aussi par ailleurs sociétaux. J'aimerais pouvoir positionner la marque Valoir de manière plus durable dans le cercle compétitif des destinations de montagne. Donc ça, c'est vraiment mon gros dossier du moment. Tu as dit tout à l'heure que quand tu avais un petit coup de moins bien, c'était ton tempérament qui reprenait le dessus. Est-ce que tu as une recette ou un secret pour te remettre en mouvement, justement, quand tu as une baisse de motivation ? Je réponds en souriant, la sieste. Très efficace, au demeurant. Alors, très bien. C'est facile à adopter par tout le monde. C'est très cher à mettre en place, en plus. Oui, voilà. Non, mais après, blague à part, je pense que de temps en temps, il faut arriver à lâcher un peu du lest et à se recentrer sur des choses essentielles. Et c'est pas facile, en fait, parce que finalement, ce qui est usant, c'est ce quotidien permanent et prenant, et en fait on n'arrive plus à voir ce qui est véritablement important. Moi, j'ai de la chance, j'ai une vie de famille, j'ai deux enfants, donc quand vraiment je sens, ou qu'on me fait comprendre aussi, puisque j'ai un mari, que je deviens un peu trop fatigante, et que je me rends compte que moi aussi j'ai besoin de faire un break, je me retourne vers la cellule familiale, en fait, tout simplement. Pas longtemps, généralement après 2 jours, histoire de prendre un vrai week-end, et puis ça repart, ouais. Voilà. Mais la sieste, c'est bien. C'est vrai. Est-ce que tu aurais un souvenir ou une anecdote un peu particulière ou rigolote sur une situation incroyable que tu aurais vécue depuis que tu es à ce poste à Valoir, ou même avant, hein, sur les autres postes de direction d'office de tourisme ? Oui, des situations incroyables, peut-être pas forcément marquantes, oui. J'avais envie de vous parler de mon entrée en fonction un dimanche avec le maire de la commune de Valoir, Monsieur Rougeau. Il avait pris soin de poser un bouquet de fleurs dans un vase sur un coin de mon bureau. Et je dirais que c'est la plus sympathique et touchante entrée en fonction que j'ai pu connaître. Donc ça, c'était le premier petit clin d'œil. Et puis le même jour, en fait, je me suis installée sur mon bureau, sur le fauteuil, et je me suis rendu compte que j'avais un globe de cristal entre les nombreuses décos de l'étagère. Et il s'agit de la récompense en Coupe du Monde de ski alpin de Jean-Baptiste Grange. Et moi qui n'ai pas forcément un niveau en ski extraordinaire, c'est un trophée qui est inespéré dans mon espace de travail. Donc je l'ai devant moi, là, même encore maintenant. Et mais il l'a oublié un jour en passant, ou c'est quoi l'histoire? Non, il y en a 2 en fait. Il y en a un qui est dans mon bureau, et j'en prends soin. J'ai pu penser à un moment donné qu'il était factice, mais je peux vous assurer qu'il fait plus de 8-9 kilos. Donc non, c'est
Ouais, voilà, j'ai ça. Je serais terrorisée de voir ça dans mon bureau. J'aurais trop peur de le casser, en fait. Oui, oui. Alors j'évite de le manipuler trop souvent, mais et c'est vrai que mes invités, lors de rendez-vous, il attire l'œil forcément. Et il y a toujours un passage clin d'œil lors de rendez-vous. Si tu regardes ton parcours, quelle est selon toi la plus grosse erreur que tu as faite et qu'est-ce que tu en retiens ? J'ai envie de vous parler de management. Quand on manage des petites équipes, je trouve que ce n'est pas forcément toujours très facile de positionner le curseur au bon endroit, de trouver un juste équilibre, un bon équilibre. Il faut pas être trop proche ni trop familier avec les équipes, mais sans pour autant mettre une distance qui soit trop exagérée. Et lors d'une expérience professionnelle dans le passé, j'ai sans doute été peut-être un petit peu trop accessible. Et quand tout va bien, ce n'est pas dramatique en fait. Mais par contre, quand il faut faire des rappels à l'ordre ou qu'il faut être plus exigeant parce que la situation l'exige, là par contre, ça peut devenir vite problématique. Et la personne concernée va avoir du mal à comprendre en fait. Et les relations elles peuvent se tendre et forcément, ça a une incidence sur l'ensemble de l'équipe. Donc aujourd'hui, je veille à trouver le bon équilibre et à trouver la bonne proximité. La bonne posture. Oui. Tout part aussi de la posture au-delà des règles de fonctionnement managérial, la manière dont on s'incarne dans son poste de manager et le rôle que l'on tient auprès des équipes qui comptent. C'est pas évident à trouver. En plus, on est tous différents, donc avant d'être dans l'assertivité à 100% chaque jour, il y a un long chemin déjà de connaissance de soi et de connaissance des autres pour arriver à tenir ces postes-là. C'est vraiment pas évident. C'est vrai. Ces postes de manager ont souvent été d'ailleurs assez mal pendant quelques années encore en arrière considéré. Le manager était c'était un peu un truc hybride, on sait pas trop. Alors un manager commercial, il doit faire du chiffre, il doit être exemplaire sur le chiffre, il doit être exemplaire dans quoi. C'était pas très très bien défini et je trouve que c'est une compétence, la compétence managériale, quelque chose qui s'est enrichi durant ces dernières années. On commence à prendre vraiment toute la dimension de combien c'est complexe d'avoir affaire à la complexité humaine justement. Mais je vous rejoins et je dirais même que c'est la partie la plus difficile de la mission me concernant. Parce que aujourd'hui en plus deux choses. La première, il faut composer avec son tempérament naturel, avec ce qu'on est véritablement. Et moi, je suis quand même quelqu'un de sociable, j'ai pas naturellement, je vais pas aller au conflit. Puis c'est mon poste qui veut ça aussi. Et puis deuxième chose, on est sur des managements aujourd'hui de bienveillance. Et donc c'est encore plus difficile de trouver la bonne posture pour reprendre votre expression. Oui, c'est pas simple. Et ça ça s'apprend. Après, je pense c'est comme tout. Il y a quelques petits tuyaux à apprendre. Et puis quand on fait des erreurs, après on se corrige. Ça va mieux après. Et après avoir parlé là des difficultés, est-ce que tu peux nous dire s'il y a durant ta carrière des moments qui ont été des moments de grande fierté, de satisfaction, d'accomplissement un peu spécifique, alors à ce poste-là ou à d'autres, D'accord, oui, ok. Oui, j'en ai eu. Alors, ce qu'on voudrait, c'est avoir le détail de ces moments de grâce. Non, on va dire que à tout moment de notre carrière professionnelle, je crois qu'on a toutes et tous connu des individus, des personnes entre guillemets bienveillantes qui nous ont dit ou fait comprendre qu'on n'y arriverait pas. Et moi, j'ai pas échappé à la règle forcément. Et je dirais que plus de 20 ans après le début de ma carrière touristique, je suis toujours là, à des fonctions plutôt stratégiques, intéressantes et je dirais même stimulantes. Donc je me dis que le travail et la ténacité ça paye quoi qu'on en dise et puis il faut aussi avoir une petite dose, un petit soupçon de chance et un petit peu de bonnes rencontres aussi et ça a été mon cas donc ça c'est une de mes fiertés.
Après, si on en revient au sujet touristique, on va dire que mon tempérament est une fierté pour moi d'être une fédératrice en fait. J'arrive à faire travailler ensemble des entités qui ne le faisaient pas forcément spontanément en amont. Donc ça, c'est une énergie particulière qu'il faut arriver à déployer. Mais par contre, le résultat, quand il fonctionne, est une véritable source de satisfaction. Faut bien comprendre que vous pouvez avoir tous les projets marketing, événementiels du monde. Si les acteurs ne savent pas travailler entre eux, ensemble, en tout cas, le projet, il est mort-né. Donc ça fait partie de mes forces dans le travail. Quel conseil on t'a donné quand tu étais plus jeune ou quel conseil tu donnerais à toi plus jeune ? On s'insère dans le milieu dans lequel on va travailler en étant humble. On n'arrive pas dans une destination en disant ça c'est nul, toi tu fais mal ton travail, moi j'aurais pas fait comme ça. Faut observer, faut comprendre, faut discuter et je pense qu'il faut pas avoir des égos démesurés en fait, tout simplement. Faut être dans le rapport humain, la compréhension, et moi c'est comme ça que je fonctionne. Et c'est comme ça que ça fonctionne bien dans mes relations avec autrui. Alors peut-être que la recette ne fonctionne pas avec quelqu'un d'autre parce que c'est mon tempérament d'être aussi comme ça. Mais jamais je suis arrivée dans une destination en voulant apprendre la vie à tout le monde. Et je pense que si j'avais un conseil aux jeunes générations qui souhaitent s'impliquer dans ce métier-là, c'est celui-ci. Et puis de pas hésiter aussi à commencer par des échelons qui sont plus bas, parce que on ne parle bien que des choses que l'on connaît. Voilà, les 2 petits conseils. C'est celui qui fait qui sait. Donc oui, commencer par faire et il n'y a pas de petites choses à faire. Exactement. Le terrain ne mange jamais et c'est irremplaçable ce qu'on apprend sur le terrain. Oui, très juste. Alors notre industrie, elle a pas mal évolué ces dernières années, le tourisme. Quelles sont les évolutions que tu as pu observer, d'autant plus que finalement tu as été à des postes d'observation toujours dans des offices de tourisme, donc assez stratégiques. Quand tu regardes en arrière, quels ont été les grands moments en fait de l'évolution de cette industrie? Sur le très court terme, je dirais que la règle des 3 R, elle n'a jamais été aussi vraie aujourd'hui qu'il y a quelques années. La rupture, le ressourcement et les retrouvailles. Les clients, plus que jamais, ont vraiment besoin de se recentrer sur l'essentiel. Et à tout moment de l'année. Donc ça, pour moi, c'est quelque chose à court terme qui me marque. Après, ce qui est à noter aussi, selon moi, c'est la complexité d'une manière générale à comprendre, à appréhender les attentes et les comportements des clients. Ce client qui est devenu de plus en plus exigeant, qui est zappeur, infidèle au possible et qui va se tourner vers le meilleur rapport qualité-prix dès qu'il en a l'occasion. Et en plus, il n'aura pas forcément de mal à le trouver. Elle a trouvé cette bonne occasion dans le milieu ultra concurrentiel dans lequel on navigue. Et à ça s'ajoutent les démarches dans lesquelles ils sont impliqués pour rechercher quelle que soit leur destination avec le numérique, qui est devenu le canal presque unique de réservation. Tous les outils numériques qui sont à leur disposition leur permettent vraiment d'avoir les retours d'autres vacanciers aussi plus facilement. Et ça, c'est aussi une évolution qui me marque. On sait que les décisions d'achat sont conditionnées aussi par la recommandation d'autres usagers. Et le vacancier va beaucoup plus faire confiance dans le retour d'autres consommateurs que dans les arguments de vente de la marque Valoir ou autre. Et paradoxalement, moi, ce que j'ai pu constater, c'est que dans certaines circonstances, le client n'a jamais eu autant besoin de l'humain aujourd'hui que dans le contexte de toute puissance du numérique. Et ça, c'est vraiment décontenançant pour nous. Si je prends l'exemple de Valoir, la fréquentation dans l'office de tourisme, elle est croissante chaque année un peu plus. Et le rôle de conseil que Valoir Tourisme s'efforce d'apporter a vraiment pris tout son sens. Et si on prend un exemple concret, l'année dernière, on a enregistré des temps de renseignement qui étaient multipliés par 3
par rapport à d'habitude. Donc, il a vraiment fallu prendre le temps, personne par personne, pour comprendre quelles étaient les attentes, le niveau de sportif ou autre de la personne. Et ben forcément, ça prend du temps quand on veut faire les choses dans le détail. Donc nous, après, partant de là, forcément, il a fallu qu'on adapte nos méthodes de travail. Donc on a essayé de proposer des expériences différenciantes de celles des voisins, mais en fait aujourd'hui on se rend bien compte que c'est la course à celui qui fera l'événement le plus décalé, la visite la plus originale, l'activité la plus audacieuse, et qu'en fait le rythme du toujours plus, il est franchement pas facile à tenir tout le temps. Après, par rapport au numérique, ce qu'on essaye de faire, c'est d'assurer une présence de la destination sur la toile et notamment sur les réseaux sociaux. Si je prends l'exemple de Valloire, on a un socle de communauté Facebook et Instagram qui est très engagé. Donc, on a pris le parti d'embaucher à l'année un vidéaste, en fait. Et c'est lui qui produit le contenu à tout moment. Et il va alimenter nos réseaux sociaux 12 mois sur 12. Et l'objectif, c'est vraiment de garder le lien avec la communauté, quelle que soit la saison, et puis aussi quelle que soit la situation sanitaire, pour ne pas la citer, pour pas perdre ce lien avec nos clients fidèles. Et ça, c'est un travail qui est hyper chronophage et qui est aussi porté par un community manager. Et il travaille même parfois sur cet entrepôt, et cette modération, elle doit se faire à tout moment, et ça c'est une évolution également, selon moi. C'est que le rythme de travail, il est différent aujourd'hui de par le passé. En fait, avant, les coups de collier, ils étaient plutôt matérialisés pendant les saisons d'hiver et les saisons d'été, et il y avait un peu de répit au printemps et à l'automne, et en fait c'est plus du tout le cas aujourd'hui. Et l'activité intense, elle est devenue linéaire quasiment 12 mois sur 12. C'est pas facile. C'est très intéressant ce que tu dis sur le web, notamment sur l'impact sur la fréquentation de votre office de tourisme et l'allongement finalement des temps de conseil. Moi, j'ai envie de te dire, ça doit être parce que vos équipes sont particulièrement bonnes, parce que on dit que la récompense du travail bien fait, c'est plus de travail. Donc, si les équipes étaient mauvaises, en fait, il y aurait pas ou peu de fréquentation de l'office. Et si elles sont bonnes, forcément, les gens ont envie d'en profiter. Et il y a un autre élément aussi, c'est que, en fait, je pense qu'on a longtemps fait croire que les outils numériques allaient remplacer les hommes, alors qu'en fait, c'est pas vrai du tout. Ils sont là pour nous décharger de certaines tâches qui sont parfois ingrates, mais la réalité, c'est devant l'offre pléthorique d'informations ou d'offres commerciales, comme tu l'as très bien souligné tout à l'heure. En fait, le consommateur, il est perdu, il a besoin qu'on le prenne par la main. Et il a aussi une forme de flemmardise face à toute cette information à absorber, et on n'est pas conçu, notre cerveau est absolument pas conçu pour absorber autant d'informations. Donc, aller voir quelqu'un qui sait sur place, c'est finalement la solution la plus facile, la plus rapide et la plus sûre pour avoir des informations fiables, et en plus de ça, s'assurer d'avoir un temps optimisé et d'avoir une expérience super sur place. L'office de tourisme a sa pleine légitimité de ce côté-là. Alors c'est vrai physiquement dans l'exemple que j'ai donné tout à l'heure, mais c'est aussi vrai par le numérique. Si on prend les réseaux sociaux et le Messenger, ne serait-ce que le Messenger, aujourd'hui vous ne pouvez pas vous contenter de mettre un message bonjour, merci, nous avons bien reçu votre demande, nous traiterons votre demande dans les plus brefs délais. On est obligé de mettre à contribution le community manager, mais aussi les équipes de l'accueil. Donc en fait, les métiers, ils évoluent aussi sur la partie accueil, conseil et information. À propos d'évolution, comment est-ce que tu vois l'avenir du tourisme, ou comment est-ce que tu aimerais qu'il soit dans les 10 prochaines années ? Alors, je vais pas me risquer à faire des pronostics, surtout dans le contexte actuel. Je ne vous fais pas un dessin, mais bon, j'ai envie de vous donner peut-être mon avis, qui se portera spécifiquement sur le milieu montagne, puisque c'est le milieu que je connais forcément.
Moi, je crois que le besoin de faire des parenthèses dans ce quotidien qui est anxiogène, on l'a dit tout à l'heure, il sera toujours très présent. Donc, légitimement, on peut être optimiste sur la capacité des vacanciers à venir se ressourcer en montagne, dans un environnement qui est quand même naturellement ressourçant et préservé. Par contre, je pense que les exigences risquent de monter en puissance, et notamment sur les questions environnementales. Donc, il va y avoir un vrai enjeu pour nous, les professionnels des destinations de montagne, à construire des lignes de vie en tenant compte des enjeux environnementaux, bien sûr, mais j'insiste, simultanément, et des enjeux économiques. Il faut qu'on puisse concilier les deux et pas l'un au détriment de l'autre. Il va falloir qu'on trouve un cercle vertueux dans un contexte où les finances en plus des communes sont également très impactées. On ne peut pas sacrifier, à mon sens, l'économie pour répondre à des questions environnementales, si louables soient-elles. Et l'enjeu est là, et il n'y a pas de recette miracle pour l'instant. Par contre, sur la partie environnementale, je dirais que je pense que les montagnards sont quand même les premiers éco-responsables. Ce sont quand même des gens de terrain qui aiment leur territoire, qui le défendent et qui ne vont pas aller s'aborder la terre qui les a fait vivre depuis des générations, voire des centaines d'années pour certains. Donc pour moi, la sensibilisation, elle est déjà acquise en fait. Donc maintenant, ce qui manque, c'est une vraie réflexion générale, une vision qui mobilise toutes les énergies avec des objectifs à définir. Et pas forcément des gros objectifs, on peut passer par des quick wins, comme on les appelle. Mais si chaque destination arrive à être un peu méthodique et en avançant petit pas par petit pas, mais dans une direction par contre qui est vraiment clairement définie, on peut avoir une avancée nette et qui sera visible, alors pas forcément à court terme, mais par contre à moyen et long terme qui sera visible. Et tout ce travail-là, ça va nous permettre d'assurer que notre montagne, elle est responsable. Et c'est un peu comme une promesse qu'on peut faire aux clients. Merci beaucoup Emmanuelle Lacoste d'avoir été notre invitée. C'est moi, c'est un plaisir. Voici les 3 points clés à retenir de cet épisode. Le premier, c'est que le tandem maire et directeur ou directrice d'un office de tourisme est fondamental dans la bonne gestion de la destination et de sa mise en marché. Dans une station de montagne, on peut aussi intégrer une forme de trio avec le ou les dirigeants de la société d'exploitation des remontées mécaniques et des pistes. Le deuxième point, c'est qu'il faut se projeter ensemble avec tous les acteurs du territoire en étant méthodique et en pensant d'abord la stratégie avant de se mettre en action. Le troisième point, c'est que manager les petites équipes, c'est un jeu d'équilibriste. Il faut être ni trop proche, ni trop éloigné. Et petit bonus, notamment pour les étudiants qui écoutent ce podcast, l'humilité, l'observation, l'échange, le travail et la ténacité finissent toujours par payer. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode d'Outdoor Minds. Si ça vous a plu et que vous voulez découvrir de nouveaux leaders dans le tourisme et les sports outdoor, nous vous invitons à nous retrouver dimanche prochain où nous accueillerons une nouvelle invitée prestigieuse. Pour nous soutenir, vous pouvez mettre 5 étoiles, un commentaire et vous abonner sur votre plateforme de diffusion de podcast favorite. Bien entendu, pensez aussi à partager cet épisode avec vos proches sur les réseaux sociaux. À très vite pour un nouvel épisode d'Outdoor Minds.